Alors on a eu deux beaux exposés juste maintenant, hein. On a eu toute une série de questionnements cliniques, très cliniques, par quelqu'un qui le vit et qui a su nous émouvoir lorsqu'il a présenté ces questionnements, parce que ces questionnements ne sont pas tous dotés de réponses. Donc on est là pour en parler, c'est clair. Et puis ensuite, la mort, c'est inconnu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Il n'y a rien, il y a quelque chose. Et annoncer la mort, finalement, nous les médecins, on a le droit de le faire, mais il faut être compétent. Voilà. Donc on a des efforts à faire, c'est sûr. Alors, qui veut poser une question? Qui se lance? Voilà, il y a une question là-bas, monsieur. Voilà, il y a une question là-bas. Merci de vous annoncer, de vous présenter et de dire à qui vous posez la question. Voilà, moi je m'appelle Dominique Dubois et je suis intervenant à l'IFSI de Nice. J'ai trouvé que je pose une observation et une question au premier orateur, à Christian Dacheville. J'ai trouvé que son intervention illustrait formidablement l'esprit de l'éthique, c'est-à-dire d'un discours qui interroge et qui interroge toutes les vérités officielles, hein, tous les discours officiels, tout ce qui prétend énoncer une vérité ou toutes les lois. Hein. Et il a montré également l'impossibilité de trouver des solutions, hein, l'aporie de beaucoup de situations auxquelles les soignants sont confrontés. Et je reviendrai sur sa première diapositive pour lancer un petit peu le débat sur la première question. Cette première question, elle illustrait effectivement, il s'est permis, et je l'en remercie, d'interroger ce discours officiel qui dit qu'il y a finalement une grande différence entre le faire mourir et le laisser mourir. Et effectivement, si on interroge sa raison, hein, on a l'impression que c'est plutôt l'intentionnalité qui compte et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre faire mourir et laisser mourir. Il y a par contre effectivement une différence d'actes, et il y a des actes qui sont, dans l'esprit de notre culture, qui sont plus ou moins transgressifs. C'est-à-dire que dans notre culture, il y a toujours ce petit mot, ça n'est pas à un homme de donner la mort à un autre homme. Hein. Et je voudrais savoir si lui, finalement, avec son regard de réanimateur pédiatrique, est-ce qu'il pense que c'est encore une vérité définitive, une sorte de dogme, ou est-ce que, excusez-moi la brutalité de la situation, de la question, est-ce que c'est un verrou qui doit sauter finalement au regard de certaines situations? Merci. La question est franche, Christian. Tu y vas fort d'emblée, hein. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et je change d'avis devant chaque personne, en l'occurrence chaque enfant. Je n'ai pas d'idée. Mais ça me semble important de ne pas avoir d'idée préconçue sur cette question-là. C'est-à-dire d'avoir en fait, et ça dans l'éthique, à mon avis, on est tout le temps dans cette situation-là, d'avoir dans une main un principe très fort de s'y accrocher et dans l'autre main un principe qui est souvent contraire, très fort aussi, auquel aussi s'accrocher. Un peu comme quand on est dans la paroi rocheuse, on a besoin de deux prises. Après, on lâche une prise pour se tenir à l'autre, mais on a besoin de deux prises, sinon on perd l'équilibre. Et il me semble qu'il faut qu'on accepte cette contradiction permanente, cet écartèlement permanent entre d'un côté, je n'ai pas le droit de donner la mort, et de l'autre côté, il y a des moments où quand même la question se pose, parce que j'ai une responsabilité face au patient. Donc, après, si la question elle est du point de vue de la loi, est-ce qu'il faut changer la loi et autoriser l'euthanasie? Je change d'avis aussi comme de chemise. Mais ce qui me semble important, c'est cette idée-là qu'on a des principes qui souvent sont contradictoires et qu'il faut ne pas renier les principes. À un moment donné, hop, c'est plutôt celui-là qu'on privilégie, mais ça ne veut pas dire qu'on dénonce l'autre et inversement. Après, tu as dit autre chose. Tu as dit qu'effectivement, on est en permanence dans l'interrogation. Et à mon avis, cette posture éthique d'interroger en permanence, ça suppose qu'on soit extrêmement souple, extrêmement malléable
dans nos façons de penser. Et du coup, je reviens à ce que tu disais toi, parce que ce qui m'a bien plu, une des choses que j'ai cru comprendre de ce que tu disais, c'est qu'au bout du compte, la mort, on peut tous en parler, mais personne ne sait ce que c'est puisque ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que la vie s'arrête, mais ce qui est après la mort, la matière qui se décompose, on revient de la poussière, et puis après, ça c'était là, on peut tous élucubrer là-dessus, mais au bout du compte, on n'en sait rien. Donc ce ne sont que des élucubrations. Et moi, ce qui me semble par derrière, c'est que ça veut dire une chose, pour nous les soignants, médecins, soignants, d'une manière générale, quand on est en face de cette question de la mort, soit qu'elle nous soit posée directement par le patient, soit par son entourage, c'est, si on veut en parler avec lui, accepter son système. C'est-à-dire ne pas avoir un système à soi rigide. Je prends un exemple. Cette femme-là qui est avec son petit, qui dit « Oh, il va remonter au paradis, il va retrouver son papy, il l'aimait tant. » C'est sa vision du monde, puisque c'est sa vision de la mort à elle. Personnellement, moi individuellement, dans mon système de pensée, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais pas du tout. Je suis vraiment plutôt épicurien et du côté... Mais peu importe. Si je veux être en relation avec cette femme et être soignant, et donc discuter de cette question-là de la mort, il faut premièrement que je mette mon système de pensée à moi dans ma poche, non pas le renier, mais voilà, je le mets de côté. Et j'adhère, non pas j'adhère, je rentre dans son système de pensée à elle, ok, discutons du paradis, discutons du papy, discutons, ah ce papy il est mort quand, pourquoi il l'aimait tant, enfin rentrons dans son système de pensée à elle, non pas pour dire j'y adhère, mais pour dire, ben allez, mettons-nous sur ce terrain-là et échangeons sur ce terrain-là. Voilà, donc ça, moi, vraiment, ça me paraît très important, cette capacité à être souple et à mettre nos systèmes de pensée à nous de côté et à accepter de rentrer dans le système de l'autre, même si ce n'est pas le nôtre. Merci de cette réponse qui nous laisse dans le champ matériel. Monsieur Ulrich. Oui. Merci beaucoup pour l'exposé que vous avez donné sur l'inconnu, Monsieur Fornès, sur la construction par la narration, et vous avez bien décrit seulement maintenant par la vue du médecin, où il y a la rupture entre le patient ou le malade en fin de vie. On peut élargir par la famille, il y a un peu jouer cache-cache autour du lit de quelqu'un qui meurt. J'aimerais encore pousser plus loin, parce que je remarque dans l'accompagnement, il y a aussi une rupture par rapport pour accompagner la personne, parce que la personne s'éloigne de plus en plus. Donc pour parler de ces derniers instants, même bien avant, c'est impossible, parce que la personne n'a plus les forces pour le faire, et aussi parce qu'elle arrête s'investir dans la relation. Je crois que l'inconnu, c'est aussi cette rupture qu'on remarque dans le cheminement ensemble. C'est la question du pasteur ou la question de l'éthicien? Je suis les deux. Question de l'homme. Tout à fait. Surtout, c'est la reconnaissance, d'une certaine façon, quand il n'y a plus possibilité de filer encore cette identité, quand il y a une coupure nécessaire, factuelle, il faut encore, comme tu l'as dit, continuer à chercher d'une certaine façon l'identité par le biais de l'entourage. Donc c'est l'entourage, la relation entre l'entourage, l'équipe, le médecin, qui vont continuer à porter d'une certaine façon le respect de cette identité-là. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus en capacité de la porter qu'il ne faut pas la respecter. On ne peut pas faire de généralité sur ce. Chaque patient aura, selon sa vie, selon l'entièreté de ses comportements, de ce qu'il a dit, dans la relation avec sa famille. De toute façon, l'éthique ne peut pas être parfaite de partout. Elle est toujours adaptée. Il n'y a pas d'éthique parfaite, il n'y a qu'une éthique adaptée. Et elle sera adaptée pour la personne, pour la fin de vie de cette personne en particulier. Merci de cette réponse. Docteur Becker, neurologue.
Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, je voudrais vous poser une question très simple. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de brain bank en France par rapport aux anglo-saxons? Je vous explique. J'ai l'impression que culturellement, si vous voulez, on n'a pas, et c'est pareil pour les prélèvements d'organes, il y a eu un triste drame là, qui est passé dans la presse avant-hier, puisque moi je suis logiste, un jeune homme qui s'est tué à l'âge de 23 ans, et la famille a accepté le prélèvement d'organes, sauf le prélèvement cornéen. Et donc plusieurs équipes sont venues toute la nuit à l'hôpital Pierre-Nouveau à Cannes, nouvel hôpital, pour prélever ce jeune homme qui était en mort cérébrale, ce que j'avais confirmé sur plusieurs électroencéphalogrammes, selon les bonnes pratiques. Alors, la question, pourquoi n'y a-t-il de brain bank, c'est-à-dire les banques de cerveau, qui pourraient faire avancer la neurologie et notamment les pathologies neurodégénératives? Et là, on a l'interface avec les gériatres. Je ne vais pas être très long, M. Franco. Et donc, je voulais savoir pourquoi il n'y a qu'une brain bank à Lille, à Paris, à Marseille, et puis pardon pour les brain banks, je vous oublie, mais enfin, elles se comptent sur les doigts de la main. Et alors que si vous voulez, moi je fais un poster sur la démence à corps de Lévy, j'ai 10 cas que je cherche dans toute la France, et on me donne 10 cerveaux à Marseille. Et pourquoi, si je vais à la Mayo Clinique, Ronald Petersen a 1600 cas, autrement dit, les gars. Henri, pose ta question précise. D'accord. Alors ma question, pourquoi n'y a-t-il pas de banque de cerveau en France? Voilà. Excusez-moi. Est-ce que tu penses que les personnes qui ont parlé avant sont capables de répondre? Est-ce que tu me permets une suggestion pour ta question? Oui. Est-ce que ça pose pour toi une question éthique de donner son cerveau? Est-ce que c'est ça ta question? Ben, je pense je crois que tout le monde n'est pas, si vous voulez, familiarisé avec la mort et la sidération émotionnelle au moment du décès, même de quelqu'un de 90 ans qui est un grand-père. Moi, j'ai eu des grands-pères. Peut-être que quand on n'est pas lucide, si vous voulez, quand on est avec la cravate noire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un certain recul et dire, bon, ben écoutez, vous savez, M. Franco, il y a le cas de Mme Jeanne Calment. Le cas de Mme Jeanne Calment, le médecin généraliste s'est opposé au prélèvement du cerveau de 122 ans. Alors, moi, je ne suis pas en position de conférencier, mais seulement de maître d'école. Et la question que tu formules, c'est... Pas plus de banque de cerveau en France, est-ce que ça, pour ces messieurs, ça n'aurait pas une relation avec une espèce de tabou de la mort et de tabou du prélèvement d'organes? Voilà une question intéressante. Voilà. Je trouve votre question particulièrement intéressante, non pas sur son aspect technique, mais sur ce qu'il y a en dessous. J'ai aucune compétence technique pour répondre à ça. Mais la question que vous posez, c'est une question auquel on est en permanence confronté. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de notre irrationnel, et en particulier des éléments symboliques qui balisent notre conception de la vie et de la mort et du vivant, et qu'est-ce qu'on fait en face, nous, de nos conceptions rationnelles? Vous parlez du cerveau. Je pense qu'un des freins à des banques de cerveau, c'est tout ce que l'on met dans le cerveau, c'est ce que le cerveau symbolise pour nous les humains, en général. Après que nous, médecins, on ait une conception rationaliste, ils nous disent que ce serait génial d'avoir un paquet de cerveau pour pouvoir travailler dessus, bien sûr, mais ce n'est pas la conception de tout le monde. Et quand je disais tout à l'heure sur ces questions d'interrogation et de souplesse d'esprit, c'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'on a beau être rationaliste et se dire qu'un cerveau ne vaut pas plus que les milliards de cellules qu'il y a à l'intérieur et que c'est un terrain d'étude fabuleux, ça c'est notre conception à nous, mais il me semble que si on veut être totalement soignant, on a intérêt à être souple sur cette conception-là, c'est-à-dire à accepter aussi que pour d'autres, le cerveau soit quelque chose de très fort symboliquement et qu'on ne peut pas en faire qu'une banque de cerveau, chercher l'erreur. Nous, on est plutôt du côté du cerveau, les autres, ils sont affolés par le terme de banque. En plus, en ce moment, banque, ça tombe mal. Hein. C'est pas la bonne période. Oui, moi je voudrais répondre en tant que réanimateur et m'étant occupé pendant 20 ou 30 ans des prélèvements d'organes et connaissant un petit peu la question. Je m'approche encore plus du micro, voilà. Donc je disais que j'allais répondre en tant que réanimateur et m'étant occupé des prélèvements d'organes pendant 20 ou 30 ans. Il faut que tout le monde sache aujourd'hui qu'un prélèvement de cerveau n'a aucun sens dans le contexte d'une greffe d'organes. Vous savez tous que le cerveau ne se greffe pas. Il peut se prélever, bien entendu, mais il ne se greffe pas.
Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si on fait des prélèvements de cerveau aujourd'hui, c'est à visée de recherche dans certaines structures qui sont particulièrement adaptées et qui vont analyser certaines cellules, certaines causes de décès et surtout voir comment cultiver certaines cellules pour après en faire des instillations. Mais c'est uniquement réservé au domaine de la recherche. C'est pour ça qu'il y a très peu d'endroits où on prélève des cerveaux connectés avec des structures de recherche. Quant au côté symbolique du cerveau, Christian d'Ageville vous l'a très bien dit, c'est vrai qu'on met beaucoup de choses dans notre symbolique cerveau, mais on met aussi beaucoup de choses dans notre symbolique cœur, beaucoup de choses dans notre symbolique yeux. Et vous savez à quel point les familles, quand on leur pose la question, même quand on les informe qu'on va faire des prélèvements d'organes, il y en a beaucoup, pas énormément, mais il y en a beaucoup qui disent « oui, vous pouvez tout prendre sauf le cœur ». Oui, vous pouvez tout prendre, sauf les yeux. Bon, il n'y en a aucune qui dit oui, vous pouvez tout prendre, sauf le cerveau, parce que de toute façon, le cerveau, on ne le prend jamais. Bon. Donc, cette symbolique, elle n'est pas uniquement dans le cerveau, elle est dans d'autres organes, et on le comprend très bien. Et ce que je dis, moi, à mes étudiants, quand je leur fais le cours sur les prélèvements et les greffes d'organes, c'est qu'aujourd'hui, le cerveau ne fait pas partie des organes qu'on prélève. Parce qu'il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, de greffe de cerveau. Alors, on verra. C'est comme ce que nous disait Christian d'Ageville tout à l'heure par rapport à l'euthanasie. On verra le progrès, l'évolution, etc. Si dans quelques années, ce sera faisable, d'ailleurs, ça nous posera des problèmes éthiques considérables. Hein. Imaginez la greffe de cerveau. Bon. Mais enfin, bref, on n'en est absolument pas là. Et ça me semble, dans l'état actuel des choses, quasi impossible. Mais aujourd'hui, non. Il y a juste une parenthèse à donner. Vous savez qu'une des maladies à la mode et très fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer ou les maladies qui provoquent la démence. Et on ne peut plus avancer sur ce domaine si on n'a pas une recherche assez active sur le cerveau. Donc la question que pose notre ami neurologue est tout à fait fondamentale. Il faut que les gens acceptent de donner leur cerveau. Par exemple, il y a des ordres religieux. Il y a des papiers très célèbres maintenant aux États-Unis ou ailleurs où il y a toutes les religieuses d'un couvent donnent leur cerveau pour la recherche et ça a beaucoup fait avancer les choses dans le domaine de la recherche. Et si on ne greffe pas le cerveau, ça servira, nous pensons, à guérir des maladies. Donc cette question n'est pas anodine et je ne sais pas si le philosophe veut s'exprimer là-dessus. On va peut-être changer de... On est tous philosophes aujourd'hui ? Voilà, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, il y a une autre question. Merci de vous annoncer. Lina Respierre, élève aide-soignante à Sainte-Marie. Moi, on a parlé du patient, des équipes pluridisciplinaires médicales, de la famille, de la religion. L'athée dans tout ça, quelle spiritualité et comment l'accompagner? Au philosophe. L'athée. Merci pour cette question. Non, c'est une bonne question parce que il ne faut pas se dire directement que la question de la mort n'est que spirituelle. Non, cette question de la mort, elle va toucher tout le monde. Même la personne qui est athée a peur de la mort, ne veut pas mourir. Donc, lorsque le médecin va entreprendre un dialogue, une relation avec le patient qui est athée, il va, comme a très bien dit Christian, il va d'abord se conformer, ou du moins écouter et prendre en compte le système de valeurs de la personne. Donc, ça sera la cohésion, la réflexion qu'a ce patient sur sa propre mort. Même s'il n'a pas de réflexion, le discours engendré va donner des pistes. Parce que le discours n'est jamais stérile. Et il va donner des éléments qui vont amener une réflexion sur la mort pour cette personne. Qu'elle soit athée, religieuse ou quoi que ce soit. J'espère avoir répondu à votre question.
Je peux rajouter juste un mot, parce que c'est vraiment... il me semble très bien comprendre votre question, parce que quand on est face à la mort de quelqu'un qui est athée, ou dans la famille, nous en pédiatrie, dans la famille, on déshabille la mort de tout un tas de rituels qui, pour les gens qui sont religieux, viennent humaniser et donc finalement on est confronté souvent, on le voit dans les enterrements, c'est encore plus manifeste, hein, on est confronté à la mort de façon beaucoup plus crue, sans son habillage. On peut, qu'on soit religieux ou pas, il faut le reconnaître. Et donc la question, quand on est à l'hôpital face à un patient qui est mourant et qui n'a pas cette ritualisation par les processus religieux, la question c'est, nous soignants, comment on peut humaniser, donner une sens, un habillage d'abord. Est-ce qu'il faut le faire? Moi j'ai envie de dire que oui, mais donner un sens humain à cette fin de vie, à cette mort. Et effectivement, la religion donne par ailleurs. Donc c'est une vraie question pratique, concrète. Merci. Qui a été plus ou moins abordée par les entreprises de pompes funèbres. Certaines ont une approche, non pas d'une nouvelle religion laïque, mais ont une approche consensuelle pour amortir, je dirais, la présentation. Mais vous le savez, Père, vous vous présentez et vous posez votre question. Oui, je suis le Père Patrice Véraquin, prêtre, et je fais partie du bureau d'éthique. Et j'ai beaucoup aimé votre énoncé qui disait que le médecin, c'est le scientifique qui s'adresse à l'autre. Hein? Et voilà. Il s'adresse à un niveau, quand il s'agit de la mort ou du sens de la maladie, qui n'est pas son domaine de compétence propre. Hein? Mais on s'attend à ce qu'il le fait quand même en tant que médecin. Hein? Et donc, on s'attend à un médecin qu'il ait des compétences, y compris cette compétence-là. Alors, ma question, c'est où est-ce qu'il peut acquérir cette compétence? Quelles seraient les pistes pour qu'il ait la compétence d'aborder la question de la mort, du sens de la maladie, de l'humanité? Ça rejoint un peu la question qui vient d'être posée, voilà, le thème qui vient d'être traité. Je crois que les deux vont pouvoir répondre. Cette compétence, je ne peux pas vous dire dans leur cursus comment l'avoir, mais il est nécessaire d'avoir au préalable, à l'intérieur, comme j'ai cru comprendre que c'était le cas et que ça allait être peut-être amélioré, cette thématique, mais pas au sens simplement de la grande leçon de philosophie, mais de recueillir l'expérience des médecins, accéder à ce savoir qui ne s'apprend pas, à ce savoir qui se confronte face aux patients. Je ne pense que par ce recueillement de l'expérience. Et c'est ce que je disais aussi vers la fin. Il faut que le médecin lui-même soit dans une certaine posture pour pouvoir dialoguer sur la mort. On ne peut pas l'être toujours. C'est pour ça que dans des équipes, selon le patient et selon la personne que l'on va mettre en face, il y aura un décalage. Parce qu'on va voir directement quelle est la personne qui sera la plus adéquate à être à sa mesure. Alors on ne peut pas nécessairement avoir les compétences, mais on peut trouver les personnes et on peut essayer de recueillir cette expérience. Oui, une réponse peut-être plus générale. Une partie de la réponse, à mon avis, elle réside dans le fait que la médecine ne peut pas se passer de la philosophie. Ça, j'en suis intimement, je l'ai découvert tardivement, hein, mais j'en suis intimement persuadé. La médecine, les soignants, hein, tous les soignants ne peuvent pas se passer de la philosophie. Ça suppose que, effectivement, les lieux d'enseignement de la médecine et des soins infirmiers et tout ça soient en connexion étroite avec la faculté de lettres et avec les philosophes. Ça suppose, dans l'autre sens, que les philosophes y trouvent des capacités à vulgariser leurs pensées, au bon sens du terme. Et voilà, mais je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Je voudrais juste rajouter une chose. Il y a aussi la place pour les agents de la religion. Parce qu'ils ont aussi eux-mêmes leur expérience. Et cette expérience est aussi nécessaire. Mais elle fait partie de cette expérience en général. On ne plaque pas
des conceptions vers le patient, on sera toujours adapté à son écoute. Et si le patient est chrétien, musulman ou juif, on va adapter ce discours. D'où l'importance d'avoir aussi peut-être l'intervention des membres du clergé. Voilà. On peut simplement rajouter peut-être que la philosophie est un support important et il faudrait certainement améliorer cet accès des étudiants en médecine à la philosophie. Mais nous avons aussi pendant des années, de plusieurs années, des stages pour les étudiants en médecine qui apprennent leur métier au lit du malade avec des patrons qui sont là pour leur enseigner l'attitude éthique et le travail éthique. Et il y a quand même une transmission du savoir-faire au niveau du stage clinique. Alors, tout est évidemment perfectible. Une autre question. Oui, bonjour, Mahalia Dalmasso. Je travaille avec 2 équipes, l'équipe de soins palliatifs Cannes-Grasse-Antibes et l'équipe du centre Antoine-Lacassagne. Et j'ai envie de revenir sur la loi Leonetti et je me demandais un peu comment vous vous situez du point de vue de l'accompagnement du patient et des directives anticipées, à savoir que je remarque que c'est quand même assez difficile de se projeter dans l'avenir et de véritablement écrire ces directives anticipées. Le pédiatre n'a pas compétence pour les questions des directives anticipées. Est-ce que quelqu'un qui a plus d'expérience dans le monde de l'adulte, Monsieur Grimaud peut-être? Dominique? Bon, si j'ai bien compris votre question, vous percevez mal le fait d'écrire ces directives anticipées à une période où finalement on vit, se projetant sur une période que l'on ne connaît pas, et aussi bien dans le temps que dans sa manière de se dérouler, qui donnerait des directives à des soignants sur la manière que l'on souhaite de mourir. J'ai juste envie de... c'est pas que je perçois mal, je perçois tout à fait la raison de le faire. Oui. Ce que je remarque, c'est que dans cette difficulté de projeter sa propre mort, c'est tout aussi difficile de l'écrire, véritablement d'écrire comment on a envie que cela se passe. Et dans le cadre de l'accompagnement, je me demandais quelle place cela a, comment l'amener, et même du point de vue philosophique, dans cette qualité que nous avons de se projeter, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut par exemple aider la personne à cheminer vers trouver le sens de sa vie, trouver le sens de sa mort? Voilà, c'est un questionnement que j'ai qui me semble important. Alors, je vais passer la parole donc aux philosophes, mais avant, je veux vous dire, nous, par rapport à notre expérience de réanimation, les directives anticipées, finalement, il y en a peu. Il y en a peu. Et lorsqu'on les a, d'abord, il faut savoir que quand elles ont été exprimées il y a très longtemps, plusieurs années, on en tient peu compte parce que tout le monde sait que chacun peut revenir sans l'avoir dit sur des directives qu'il a pu donner, ou par écrit ou par oral, mais que lorsqu'elles sont récentes et qu'elles concernent la maladie pour laquelle le malade est en train de mourir, à ce moment-là, on en tient compte dans un contexte de dialogue avec la famille. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, effectivement, mais encore une fois, c'est des situations qui sont très rares, ou du moins en réanimation. Peut-être qu'en cancérologie, c'est plus fréquent. Par rapport aux directions anticipées, le médecin il doit être d'abord, je me répète peut-être, mais à l'écoute et à la mesure de ce patient. Donc, s'il y a déjà eu une écriture auparavant de ces directions, le médecin doit se rendre compte s'il y a une divergence. Et il doit accompagner et reproposer peut-être s'il faut une réécriture. Mais de toute façon, le soin que va faire le médecin sera toujours adapté. Enfin, c'est ce que j'espère et c'est ce que je pense. Il sera toujours adapté au discours, aux propos du... C'est ce que j'espère. Ce qui est important aussi, c'est que tous les patients ne veulent pas ou ne peuvent, d'une certaine façon, selon leur pathologie, avoir de projet de fin de vie.
Donc le médecin, il peut être désemparé, et là, c'est, pour répéter ce que j'ai dit encore tout à l'heure, c'est là où ce rapport avec la famille, ce rapport avec l'équipe et ce rapport avec ce que l'on sait du patient est crucial pour pouvoir répondre à ce manque des directions anticipées. Les directions anticipées sont là pour poser des repères, mais elles ne sont pas toujours nécessaires lorsqu'il y a cette confiance qui s'est créée entre le patient et le docteur, mais elles sont toujours très utiles. Un petit commentaire par rapport à votre question. D'abord, vous avez donné la réponse à votre question. Vous avez dit, si on est capable d'écrire ces directives anticipées, c'est qu'on a cheminé, et c'est une bonne chose. Je crois que tout le monde est d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut promouvoir les directives anticipées, et d'ailleurs tout le monde le pousse. On a un seul problème, ça nous vient des États-Unis, hein, ça fait 25 ans qu'on fait ça aux États-Unis, chez nous ça commence. Il y a un énorme problème d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en pratique où est-ce qu'elles vont atterrir, dans quel dossier, et puis quand la mort arrive, c'est évidemment jamais le bon moment, on ne va pas les trouver et ça pose tout un tas de problèmes. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre débat, mais l'idée est bonne, en pratique ce n'est pas toujours facile à faire respecter. Il y a encore d'autres questions donc. Bonjour, Séverine, élève infirmière. Docteur, je voudrais savoir très concrètement au quotidien comment vous faites pour que la mort des enfants soit quelque chose de supportable et surtout pour aider les parents à vivre ce moment. Je vous remercie de poser la question. Je crois qu'on est confronté à deux... On pourrait avoir deux objectifs. Il y en a un qui est totalement illusoire et il y en a un qui me paraît très important. L'objectif illusoire, c'est de soulager la souffrance des parents qui sont en train de perdre leur enfant. On peut les aider, on peut les soutenir, mais fondamentalement, cette souffrance, elle nous échappe totalement. C'est incommensurable et on ne peut pas grand-chose là-dessus. Ça, donc là-dessus, sur cette question-là, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement modeste. Il y a un autre problème face aux parents qui perdent un enfant, c'est la question du rôle préventif de la médecine. Je veux dire que perdre un enfant, c'est quelque chose qui vous fait plonger dans la folie. C'est destructeur au sens de destruction psychique. Donc, des parents qui sont en train, qui viennent de perdre leur enfant, c'est des parents qui sont psychiquement détruits. Sur ces destructions, sur ces décombres, il va falloir qu'ils se reconstruisent. Et là, par contre, il me semble que l'équipe de soins a un rôle à jouer bien avant la mort du patient. C'est-à-dire qu'il me semble que les conditions dont vont se passer la fin de vie, l'agonie, la mort de ce patient vont en partie, pas uniquement, mais vont en partie créer des conditions pour une reconstruction viable, équilibrée, à peu près équilibrée, du psychisme parental, ou au contraire, vont aggraver les choses et vont faire qu'il va rester un noyau totalement détruit, totalement désorganisé, bref, une souffrance psychique au sens de folie, un noyau de folie, parce que c'est ingérable et que 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, il restera toujours des questions inacceptables pour les parents. Donc voilà, je crois que la seule réponse, c'est en termes de humaniser les conditions de la fin de vie et de la mort pour que ce soit un jour quelque chose d'acceptable et sur lequel on peut reconstruire une vie. Merci de ta réponse très très claire. Encore une question. Oui, monsieur Dacheville, je voulais revenir sur ce que vous disiez. Vous êtes qui, madame? Je suis Marie-Ange Guerrero, infirmière athée. Par rapport à ce que vous disiez sur la mort, l'enterrement et l'habillage qu'il y avait autour de la mort lorsqu'on était croyant, religieux, et lorsqu'on ne l'était pas, il fallait quand même habillage. Sûrement, ça accompagne, ça soulage l'entourage, la famille. Je veux donner pour exemple, et c'est un hommage que je lui rends, et je la cite, Madame Riff, qui a été très connue dans notre région et qui vivait avec un compagnon, et non pas un mari, qui a eu des enfants, des petits-enfants, et qui a eu un enterrement civil. Ça a été un hymne à la vie, en prenant en compte, jusqu'au dernier moment où elle a travaillé d'ailleurs, la mort qu'elle a choisie, une mort qui effectivement était naturellement arrivée pour elle,
au bout d'une vie riche, reconnue par tous. Ça a été pour nous une humaniste, une leçon de vie, une leçon de mort sereine. Et je dis qu'on peut effectivement avoir tout autour de soi, par des valeurs républicaines, des valeurs humanistes, des valeurs d'égalité, de fraternité que nous a donné cette femme tout le long de sa vie. Eh bien, je ne sais pas si ça peut s'appeler habillage. Je dirais que c'est un exemple de vie qui a abouti jusqu'à la fin de cette vie qui est la mort. Voilà ce que je voulais dire par rapport à un habillage qui me paraît, pour moi, personnellement, quelquefois, c'est peut-être bien pour les gens qui sont croyants, c'est peut-être plus facile d'accepter la mort, mais pour les gens qui ne sont pas croyants, il y a aussi une façon de l'accompagner qui est pour moi plus qu'un habillage. Moi, j'entends et j'accepte et j'approuve et je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit, qui est suffisamment formé. Excusez-moi, donc Muriel Vibo, je suis cadre pédagogique à l'IFSI du CHU. Et Simone Riff était une amie intime. Donc je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. Simplement, les derniers moments, j'ai eu l'occasion de les passer avec elle pendant la dernière semaine. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas certaine actuellement qu'elle soit restée autant à distance d'une certaine spiritualité. Parce que les derniers instants sont propres à des questionnements. Et c'est là où vous êtes au bout du chemin. Et vous ne savez pas où vous allez. Donc, par contre, effectivement, en termes d'accompagnement, il a été tout à fait ça a été un enterrement tout à fait civil, laïque. Et c'est pas en termes d'habillage, mais plutôt d'accompagnement, de compagnonnage que ça a été fait. Voilà, c'était juste une précision. Alors juste un mot, vous avez raison sur le terme d'habillage. Je pense qu'il est très très malheureux au bout du compte. Et donc il faut, parce que c'était quelque chose de beaucoup plus que ça et là il est extrêmement réducteur et oui, vous avez raison là-dessus. Alors, on va simplement. Merci beaucoup de cette bonjour. séquence émotion forte. Il y a combien de personnes qui posent des questions? Simplement pour redonner un peu d'ordre. Cette dame-là, elle lève le bras depuis très longtemps. Vous, monsieur, monsieur, une dame, là-bas, et c'est fini. Voilà. D'accord? Okay. On y va. Oui, bonjour, je suis Patricia Girard, infirmière. Moi, la question me vient plus par rapport aussi à des gens qui ont déjà vécu près des portes de la mort, ce qu'on appelle les near-death. Ceux qui ont été, donc j'adresse autant aux philosophes qu'aux réanimateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes, en fin de compte, des gens qui reviennent et qui racontent des événements? Je ne sais pas s'il y a des experts dans la salle, là. Est-ce que vous voulez répondre l'un ou l'autre? Moi non, j'ai aucune compétence là-dedans, je suis désolé, mais... Kubler-Ross, on a tous lu ça, enfin c'est très intéressant, mais je ne sais pas s'il y a des expériences de même, en réanimation, etc. Je n'ai pas encore approché le sujet d'une manière philosophique. Dominique Grimaud veut absolument dire quelque chose là. Non, je ne veux pas absolument dire quelque chose. Non, c'est une chose effectivement que j'essaye d'enseigner aux étudiants, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est ce dont vous voulez parler, de gens qui ont franchi une certaine... Voilà, qui ont franchi une certaine étape d'un je ne sais quoi, qui en reviennent et qui décrivent. Hein? Écoutez, c'est très très difficile d'en faire une synthèse, c'est très difficile de vous dire des choses précises là-dessus. Il y a eu énormément, bien entendu, je n'ai eu aucune expérience de la chose. Les seules choses que j'ai pu voir, c'est lire les expériences qui ont été publiées des uns et des autres. Il y a quand même deux choses qui semblent prédominer dans ces expériences imminentes de la mort. C'est très souvent un phénomène hallucinatoire, malgré tout, et ça se fait dans une atmosphère assez hostile. Voilà. Par contre, vous avez des expériences mystiques qui ne sont pas tout à fait la même chose, qui se rapprochent beaucoup plus des expériences de transcendance de type zen ou tibétaine, qui, elles, au contraire, se font dans une atmosphère extrêmement sereine et de joie. Voilà. La synthèse de ça, la seule synthèse
cohérente de ça que je peux vous faire, c'est ça. Ça a beaucoup de valeur. Merci beaucoup. Voilà, Question suivante, oui. Je suis soignante, mais ce n'est pas en tant que telle que je prends la parole. C'est juste en tant qu'accompagnant en cas de longue maladie, comme on dit expressément, fait dans les journaux souvent. Et en fait, pour avoir vécu la situation d'accompagnement pendant quelques jours en soins palliatifs, dans un autre établissement que le mien, bien sûr, j'ai vu tout d'un coup, au moment du décès, je veux dire les portes se fermer. On nous a laissé, j'en parle encore maintenant avec émotion, dire que ça m'a vraiment marqué. Et pourtant, j'avais quand même réfléchi, surtout en raisonnement intellectuel, bien sûr. Et en fait, tout s'est fermé. Le médecin n'est pas venu me voir. Les portes, quand on a évacué le corps, les portes se sont fermées et les soignants restent devant pour pas qu'on voit, bien sûr, qu'un corps allait être évacué par un sous-sol, dans une espèce de hangar où les voitures étaient... c'était même pas un hangar d'ailleurs, ni un garage, où le véhicule des pompes funèbres attendait, un véhicule spécial bien sûr, puisque mon mari était mort. Et donc il a été évacué comme ça, je veux dire, par un sous-sol d'établissement. Et je trouve ça vraiment indigne. Et aucun médecin n'est venu me voir. Et à partir du moment où il y a eu le décès, je n'ai plus vu personne. Voilà. Simplement pour en faire parole aujourd'hui en ce lieu. Merci. Je crois, merci de ce témoignage. Ouais. Je pense que vous avez fait votre travail aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Et il y a un écho, certainement. Il y a une dame au-dessus de... Oui, je voulais juste dire, dans le même esprit, il a été dit tout à l'heure à la tribune que les étudiants en médecine pouvaient acquérir par osmose de l'attitude des patrons l'attitude éthique. Hein. Absolument. Alors on ne peut pas laisser dire ça. Hein, voilà. Alors, bien sûr, les choses ont changé. Bien sûr, il n'y a pas de généralité. Hein, bien sûr qu'il y a des patrons très humains. Mais ce qu'ont appris les étudiants depuis quelques années à l'époque avec les grands patrons, c'est plutôt l'attitude anti-éthique de ce qu'il ne faut pas faire, sans aucune démagogie. Hein. Écoutez, moi je vous invite à ma visite, on en discutera, hein, je serai très content. Voilà, madame au-dessus. Alors je suis madame de Maurice, je suis infirmière anesthésiste depuis longtemps au CHU de Nice et je regardais le thème éthique d'une mort annoncée, moi et l'autre. Et justement, je me disais, mais il est où le moi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Avez-vous des propositions à votre équipe pour accompagner le moi, c'est-à-dire le personnel paramédical qui suit jusqu'au bout le patient jusqu'à la mort ? Que ce soit en intervention, je veux dire, j'ai pratiqué des interruptions volontaires de grossesse, on accompagne des patients en fin de vie, même en salle de réveil, on accompagne la famille au bloc opératoire. Hein, je travaille au bloc opératoire, mais j'ai travaillé aussi en gérontologie. Le moi est où ? Qu'est-ce que vous faites pour votre équipe pour les aider ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, dans les autres secteurs ? Je voudrais retraduire votre question en la formulant ainsi. Qu'est-ce que l'équipe fait pour elle-même pour se prendre en charge ? Alors, maintenant, je voudrais citer une enquête qui n'est pas encore finie de dépouiller et surtout qui n'est pas encore finie d'analyser. Nous avons au niveau de la pédiatrie un groupe d'éthique qui est extrêmement actif et qui a réfléchi pendant plus d'une année sur la question de l'obstination déraisonnable. Et à partir de cette question-là, elle a fait un questionnaire, elle a recueilli une centaine, je le dis de mémoire, les collègues qui sont là me tromperont, mais il y a 100 et quelques réponses. Et sur cette question-là, qu'est-ce que disent les réponses de façon un peu synthétique ? Elles disent, premièrement, on a besoin d'en parler. Je parle des décisions autour de la fin de vie. Hein. On a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler concrètement, c'est-à-dire en situation. C'est-à-dire pas de façon... Autrement dit, moi j'étais inquiet parce que cette enquête, elle vient de sortir là, et je me disais finalement une réunion comme celle-là, est-ce qu'elle est utile ? Ou on en parle, à quoi elle va servir ? Parce que là, on parle nécessairement en généralisant, et finalement, ce questionnaire, il disait un peu le contraire. Il disait non, on n'a pas besoin de généraliser, on a besoin d'en parler circulation de la parole en situation concrète. Voilà, donc de ce point de vue-là, la réponse, elle est probablement là. C'est comment parler des questions qui se posent à nous autour de ce patient-là qui va mourir ou qui est mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans mon service, on a eu plusieurs expériences d'assistance psychologique, j'allais le présenter comme ça.
Et ces assistances psychologiques, à chaque fois, on les a mises en place quand la coupe débordait. Ça n'allait plus, l'équipe, on était tous dans des états parce qu'il y avait une succession de désastres. Donc, et alors un psy, entre guillemets, était venu. Et ce psy, une fois c'était un psy, la deuxième fois c'était un éthicien, entre guillemets. Hein. Il est venu avec ça a fonctionné la première fois parce que ça a même très bien fonctionné la première fois parce que ça a permis de vidanger l'excès d'émotions, de pagaille dans la tête et tout ça. Mais ensuite, on n'en a pas retiré grand-chose, très franchement. Et ce n'est pas du tout la compétence de l'éthicien, entre guillemets, ou du psychologue. C'est qu'ensuite, très vite, on s'est retrouvé confronté à nos situations concrètes. Et finalement, il me semble que l'équipe, elle doit trouver en elle les ressources, non pas pour étouffer la question, mais pour la gérer en équipe. Et c'est la question de la liberté de parole, il me semble. Après qu'on demande ponctuellement l'aide on a un psy, nous, dans notre service, qui circule, mais finalement, ce n'est pas trop vers lui qu'on se retourne. Christian, merci. On est en fin de session. Ce que vous venez de dire, madame, la réponse un peu technique, c'est le groupe de parole. Indiscutablement, il faut des groupes de parole dans les services où il y a des difficultés, où il y a beaucoup de gens qui meurent. On le connaît dans différents secteurs, en soins palliatifs, en gériatrie, en neurologie, en réanimation. C'est probablement une méthode, une technique qui permet d'aborder les choses. Vous voulez rajouter quelque juste chose? un élément à rajouter. Une seconde. C'est que certes, il y a besoin des groupes paroles, mais au préalable, pendant le cursus même, c'est là où ce moi va se structurer, s'élaborer. Et c'est aussi là où il est nécessaire et évident, où il faut qu'il y ait cette expérience. Parce qu'après, ça sera du quotidien. Ça sera d'une certaine façon déjà trop tard. Voilà. Merci. Je remercie les deux conférenciers, Christophe Allaire qui m'a accompagné. Et merci à vous tous.